Salut, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment dessiner très facilement l'os coxal en vue latérale. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner l'os coxal en vue médiale ou autrement appelé vue endopelvienne. La vidéo sera en deux parties. Première partie, ça sera le tutoriel à proprement parler pour dessiner vraiment la vue médiale. Et ensuite, on ajoutera, comme dans la vidéo précédente, les insertions ligamentaires et musculaires principales sur cette vue endopelvienne. Avant de commencer, comme d'habitude, vous trouverez en description un lien qui vous permettra de télécharger gratuitement le PDF qui contient toutes les illustrations de cette vidéo, mais aussi de toutes les vidéos tutoriels qu'on va faire sur le bassin osseux. Donc voilà, le lien est en description. Il vous suffit juste de vous abonner à la newsletter et vous recevrez un mail pour télécharger le PDF en question. Voilà, sans transition, on passe tout de suite à la représentation graphique donc de la vue endopelvienne. J'ai déjà placé les traits de construction pour gagner du temps. On va juste à nouveau en rajouter un qui est une sphère, enfin un cercle qui va représenter pareil l'acétabulum, mais cette fois donc sur la vue endopelvienne. Donc tout de suite, j'oriente mon schéma. L'avant sera ici, le côté ventral à ma gauche, et le crânial bien sûr en direction du haut. Donc comme je l'ai dit, on place un trait de construction supplémentaire. Donc voilà, comme ceci, un cercle qui va symboliser l'arrière-fond de l'acétabulum. Une fois que c'est fait, on peut venir placer ici donc la crête iliaque, en commençant par l'épine iliaque antéro-supérieur, ici, voilà, et en terminant ici par l'épine iliaque postéro-supérieur et l'épine iliaque postéro-inférieur. Ce qui est intéressant de faire tout de suite, c'est de placer la surface auriculaire ici, ce qui va permettre de délimiter le point de départ de la ligne arquée, qui est un repère important du dessin, du schéma. Donc ici, la surface auriculaire est donc effectivement une surface cartilagineuse, encroûtée de cartilage hyalin. Voilà, à savoir que la description de l'articulation sacro-iliaque varie entre effectivement une diarthrose ou une amphiarthrose. Considérons ici qu'on a affaire à une amphidiarthrose. Voilà, donc on va dire que c'est une surface articulaire encroûtée de cartilage hyalin, c'est pour ça que je la symbolise en bleu. Donc, ici, à l'angle entre la branche montante et la branche descendante et la branche horizontale de la surface auriculaire, on va représenter ici le départ de la ligne arquée, voilà, qui se terminera au niveau du pubis. Donc on va placer justement la surface symphysaire ici, surface symphysaire dont l'angle formé avec l'horizontale et le grand axe de la surface est variable entre l'homme et la femme. Chez la femme, effectivement, l'angle est beaucoup plus fermé que chez l'homme. C'est en lien, bien sûr, avec la biomécanique, on va dire, de la parturition, donc de l'accouchement. Donc, une fois qu'on a placé la ligne arquée, eh bien, on va revenir sur le bord antérieur de notre os, avec donc ici, bon, éventuellement, juste avant, je peux épaissir la crête iliaque, ici, voilà. Et ensuite, donc, je place la petite incisure interépineuse. Ici, on va retrouver donc l'épine iliaque antéro-inférieure. Et ensuite, ici, voilà, on aura le relief du sourcil acétabulaire. Ici, et donc, comme je l'ai dit, déjà, on aura l'arrière-fond de l'acétabulum ici. Donc, c'est juste un trait de construction pour ce schéma. Donc, sur le bord postérieur, maintenant, on va représenter l'incisure, la grande incisure sciatique ou grande échancrure sciatique. Ici, l'épine ischiatique et ensuite la petite incisure ischiatique limitée en bas par la tubérosité ischiatique. Voilà, je peux représenter un petit peu le relief épaissi de notre tubérosité ischiatique.
Et ensuite, alors ce qu'on peut rajouter, important d'y penser, c'est la présence du trou nourricier de l'os ici, en avant de l'articulation, enfin de la surface articulaire auriculaire. Et cette situation-là ne doit pas nous surprendre, puisque effectivement, juste en regard de l'articulation sacro-iliaque, nous avons la division de l'artère iliaque commune en artère iliaque externe et artère iliaque interne. Donc la proximité des vaisseaux, des gros vaisseaux de l'abdomen ici et de leur division inférieure, enfin la division de l'aorte abdominale et des iliaques communes, explique la situation de ce trou nourricier. Le trou nourricier est à proximité des grands axes vasculaires du bassin, on va dire. Voilà, donc si ça peut vous aider à mémoriser la situation de ce trou nourricier, dites-vous bien qu'effectivement c'est en lien avec la situation des gros vaisseaux de l'abdomen, enfin la jonction abdomino-pelvienne, on va dire. Donc ensuite, on va venir ajouter ici le foramen obturé. Voilà. Avec un tubercule obturateur antérieur et un tubercule obturateur postérieur. Bien sûr, on fait attention à ce que le trait supérieur de notre foramen obturé ne vienne pas empiéter justement sur l'arrière-fond de l'acétabulum. C'est pour ça, entre autres, qu'on place ici ce repère, enfin ce trait de construction. Hein. Donc c'est une de ses utilités. Voilà, donc une fois qu'on a représenté l'os, on peut passer aux insertions ligamentaires et aux insertions musculaires. Donc, commençons par les insertions ligamentaires. Donc en avant, on va avoir ici les formations de l'arcade crurale, donc le ligament ici inguinal et la bandelette iliopectinée qui va diviser l'arcade crurale en deux segments, en deux parties principales. Ensuite, on peut ajouter à ça ici le ligament pectiné. Et voilà pour les structures ligamentaires, fibreuses de l'arcade crurale. Ensuite, ici, bien sûr, on peut faire figurer juste symboliquement, puisqu'on va vite le recouvrir par l'obturateur, on a la membrane obturatrice ici. Ensuite, de haut en bas et à la partie postérieure de l'os, on va avoir plusieurs éléments ligamentaires importants. Bien sûr, on aura les épaississements de la capsule de l'articulation sacro-iliaque, à commencer par les ligaments sacro-iliaques ventraux ici, au nombre de 2, donc supérieur et inférieur. On aura ensuite ici, donc sur une structure osseuse que je n'ai pas représentée, donc qui est ici la tubérosité ischiatique, à ne pas confondre avec le tubercule ischiatique qui lui est situé ici, sur la crête iliaque. Et donc effectivement, ce tubercule ischiatique est justement une espèce de renflement grossier osseux qui donnera insertion au ligament interosseux de la sacro-iliaque et notamment, quand on arrive à l'individualiser, au ligament axille. Hein. Donc justement, ici on va avoir l'insertion d'un puissant ligament, donc le ligament axille, donc qui est maintenant actuellement appelé justement avec son expansion ici antérieure le ligament sacro-iliaque interosseux. Et ensuite, juste en arrière, on va avoir le ligament sacro-iliaque dorsal, qu'on appelle aussi anciennement, et quand on arrive aussi à individualiser les différents faisceaux, le ligament ou les ligaments ilio-transversaires conjugués. Hein. Voilà. Mais pour faire simple, actuellement on les appelle les ligaments sacro-iliaques dorsaux. Et ici on aura la présence du ligament sacro-tubéral qu'on avait déjà placé ici. Au-dessus
Mentionnons également des structures ligamentaires importantes. L'insertion iliaque des ligaments ilio-lombaires. Donc qui s'insèrent justement de l'ilium, enfin de l'iléon, jusqu'au transverse de L4 et L5. Ensuite, bien sûr, on n'oublie pas, on aura l'insertion du ligament sacro-épineux et enfin l'insertion du ligament sacro-tubéral qui donnera une expansion dite falciforme qui sera bien souvent, qui se prolongera bien souvent par un dédoublement qui viendra former le canal d'Alcock, donc le canal du nerf pudendal. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va placer, tant qu'on est sur les structures fibreuses, on va venir placer, alors je cherche une couleur un petit peu différente pour les distinguer. On va placer ici par des traits pointillés l'insertion du fascia profond du périnée. Le fascia superficiel s'insérant, lui, sur vraiment le bord inférieur de l'os. Et entre les deux, du coup, on va avoir la présence des muscles du périnée et des insertions, notamment des corps caverneux. Mais avant de parler de ces différentes structures, terminons avec les insertions ligamentaires et aponeurotiques. Donc ici, on doit mentionner les insertions ici du muscle levator ani ou releveur de l'anus. Donc ici, on a deux insertions musculaires à même l'os, mais bien sûr, on va avoir, de par la présence ici de l'obturateur interne, donc là, on place l'obturateur interne, voilà, comme ceci. Voilà, je colorise un petit peu. On va avoir par-dessus lui, puisqu'il vient s'insérer aussi donc, sur la membrane obturatrice, on va avoir une aponévrose d'insertion, comme ceci, qui va donc être en contact avec le fascia ou l'aponévrose du muscle obturateur interne, et donc c'est une aponévrose d'insertion pour le muscle releveur de l'anus. Voilà pour les principales structures donc, fibreuses. Passons maintenant aux différents muscles. Commençons par placer sûrement un des plus gros muscles de la région. Ici, c'est le muscle iliaque, qui, justement, par un tendon commun, viendra former le muscle psoas iliaque. Voilà, comme ceci. Donc, je colorise pour mieux vous le faire visualiser. On a bien sûr ici en arrière de l'insertion de la bandelette iliopectinée. On va avoir la terminaison du muscle petit psoas. Voilà. Donc on revient sur la partie, on va dire, pubo-ischiatique. Et donc là, au niveau en arrière en avant, pardon, de l'insertion du ligament sacro-épineux, on va avoir l'insertion du muscle ischio-coccygien. On a déjà parlé du releveur de l'anus, levator ani, et de l'obturateur interne. Donc il nous reste à évoquer ici, donc, dont j'en ai déjà parlé, des muscles en rapport avec le périnée. Donc on va avoir ici le muscle transverse profond du périnée et en dessous de lui, on va retrouver l'insertion du muscle transverse superficiel du périnée. En avant de ces deux muscles transverses, on aura l'insertion du corps caverneux, donc les organes érectiles féminins ou masculins,
Et en dessous de lui, on aura l'insertion du muscle ischio-caverneux. Parlons enfin de la crête iliaque et de ses insertions musculaires. On peut représenter ici d'une autre couleur. Alors, qu'est-ce que je choisis? On a choisi du bleu là-haut, alors on va garder du bleu. On va représenter ici une partie du muscle oblique interne. Et ensuite, on va représenter ici l'insertion de la partie charnue du muscle transverse, cette fois-ci de l'abdomen. Donc muscle transverse de l'abdomen, qui naît par une aponévrose qui prend son origine sur les transverses des vertèbres lombaires. Et donc sa partie charnue, elle, s'insère sur la crête iliaque en bas. En arrière de cette insertion du transverse, dans la continuité, on va retrouver l'insertion terminale du muscle carré des lombes. Et enfin, on aura ici une insertion qui correspond à la masse des muscles érecteurs du rachis. Donc, voilà pour les insertions ligamentaires et musculaires principales de l'os coxal en vue endopelvienne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous apprenez l'anatomie actuellement et que vous voulez améliorer votre méthode de travail, si vous avez des difficultés à apprendre l'anatomie, sachez que j'ai créé des petites formations gratuites pour améliorer votre méthode de travail, donc autour de l'anatomie, mais aussi de la physiologie, de la pathologie, de la clinique, en gros toutes les disciplines fondamentales, les cursus médicaux et paramédicaux. Donc si vous avez besoin d'améliorer votre apprentissage de ces matières, et principalement de l'anatomie, eh bien vous pouvez accéder gratuitement à ces formations en cliquant pareil sur un lien qui se trouve en description. Voilà, en espérant que ça vous aide. Et du coup, je vous dis à bientôt en attendant les prochaines vidéos sur justement les tutos les tutos anatomiques, on va dire, les tutos pour dessiner facilement le bassin osseux sous toutes ses coutures. Voilà, allez, ciao!